Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Pour nous accompagner tout au long de cette édition, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors entre autres sujets dont nous allons parler avec vous, l'égalité homme-femme et ce notamment à travers la visite ici à Mayotte de Marie-Françoise Lebon-Blanchard, haute fonctionnaire en charge de l'égalité des droits au ministère de la Justice. Et on verra que justement en matière d'égalité, notamment homme-femme, il y a encore du chemin à parcourir. Vous nous direz tout cela tout à l'heure Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 29 juin. L'égalité homme-femme est un idéal qui semble encore bien loin d'être atteint dans tous les territoires de France et de Navarre. Mayotte accueille actuellement Marie-Françoise Lebon-Blanchard, haute fonctionnaire en charge de l'égalité au ministère de la Justice. Et à travers un colloque, elle a pu mettre en lumière le chemin qu'il reste à parcourir. Explication. Chaque année, le bataillon de service militaire adapté accueille de nouveaux volontaires. Après quelques semaines, les jeunes recrues montrent ce qu'elles ont appris grâce à la traditionnelle présentation au drapeau, un passage important qui marque une intégration permettant de se projeter vers l'avenir. L'Association pour les déficients sensoriels de Mayotte vient en aide à des dizaines d'individus sur le territoire. Un service est notamment consacré aux enfants de la Lune par le biais d'un suivi médical et scolaire. Rencontres et reportages à la fin de cette édition. Et on débute avec cette visite à Mayotte de Marie-Françoise Lebon-Blanchard, la haute fonctionnaire en charge de l'égalité des droits au ministère de la Justice, est présente sur le département jusqu'à vendredi. Elle a notamment participé à un colloque interministériel sur l'égalité avant de rencontrer les agents du centre pénitentiaire de Majicavo. L'occasion de se rendre compte du chemin à parcourir pour atteindre l'égalité homme-femme, mais aussi de présenter ses missions aux différents acteurs locaux. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Comont. Marie-Françoise Lebon-Blanchard est actuellement en visite sur le 101e département. Éminente fonctionnaire en charge de l'égalité des droits au ministère de la Justice, elle a participé à un colloque interministériel ce matin, organisé en partenariat avec le CNFPT. L'occasion d'évoquer les inégalités hommes-femmes qui persistent encore et toujours au travail. Écart de rémunération de 25% dans le privé et 9% dans le public. Difficulté d'accès aux postes à responsabilité, manque de représentation féminine dans certaines branches de métier. Le travail pour l'égalité doit être quotidien. Il y a des leviers. D'abord, il y a la loi. On a aussi des objectifs, c'est-à-dire on se fixe des objectifs pour que les femmes arrivent à des postes à des responsabilités dans certaines directions, comme par exemple la direction de l'administration pénitentiaire, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a ce qu'on appelle des revues de cadre, c'est-à-dire qu'on va au plus près des femmes, on va les chercher, on leur demande si elles sont d'accord pour une promotion, qu'est-ce qui les ennuierait si elles changeaient de lieu de résidence, etc. Pour essayer d'aller rechercher les talents. En fait, on va rechercher les talents féminins parce qu'on s'aperçoit que les femmes s'autocensurent très souvent. Elles se disent « je ne suis pas capable, je ne suis pas sûre de moi, un homme serait mieux à sa place, à cette place-là ». Et très souvent, quand on va chercher les femmes à des postes de responsabilité, elles ont une réponse étonnante. Elles disent « ah bon, mais pourquoi moi pourquoi on me choisit ?» Mais on te choisit parce que tu es la meilleure, c'est tout. Durant ces 5 jours de visite, la haute fonctionnaire va notamment rencontrer les magistrats du tribunal de grande instance et les personnels de justice. Même si cet après-midi c'est au centre pénitentiaire que sa visite s'est poursuivie. Le but de ma visite à Majicavo, c'est d'écouter les femmes qui travaillent dans l'administration pénitentiaire. C'est à la demande de Isabelle Gors, qui est directrice de l'administration pénitentiaire, que j'ai souhaité, c'est elle qui m'a mandaté pour les entendre de façon anonyme, pour entendre la voix des femmes en prison, la voix, non pas des détenus, mais la voix des femmes dans les prisons. Et je peux vous dire que pour avoir déjà fait 2 expériences à La Réunion récemment, je peux dire que c'est très intéressant ce qu'elles ont à dire par rapport à leur travail dans un univers essentiellement masculin et souvent dans des prisons où il y a beaucoup de détenus hommes. Parmi les personnes présentes lors du colloque,
de nombreuses femmes occupent des postes à responsabilité. Même si pour la déléguée aux droits des femmes, Noera Mohamed, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, dans la sphère privée traditionnelle, on voit qu'elle a un rôle important. Elle est encore peu visible sur la scène publique. Madame le maire l'a rappelé, elles sont 2 femmes maires. Certes, il y a la parité au conseil départemental, mais les grands postes sont encore dirigés par des hommes. Donc, elle a encore cette place à prendre. Moi, je pense qu'il y a un changement qui est en place. Dans cette salle, on voit qu'il y a plein de femmes responsables à leurs différents postes. Donc, c'est en train de changer. Maintenant, c'est de faire en sorte qu'elles soient un peu plus visibles, un peu plus présentes, qu'elles aient assez confiance pour aller encore plus haut et briser vraiment postuler sur les postes d'encadrement et que ce plafond de verre un petit peu en quelque sorte soit brisé. Pour arriver à changer les choses sur le département, un travail doit également être entrepris au sein des familles afin que l'éducation tende vers plus d'égalité. Que le travail aussi se fait dans les familles. Donc justement avec ces mères qui souvent reproduisent un peu l'éducation qu'elles ont connue, ce qui est aussi un peu normal. Et un des participants l'a souligné, c'est aussi que ces mamans éduquent de la même manière leurs filles et leurs garçons et ne fassent pas de distinction. Donc je pense que c'est aux mamans d'aujourd'hui aussi qu'incombe la responsabilité de pouvoir faire en sorte que cette éducation, elle se fasse dès le plus jeune âge et à la maison. Mais c'est vrai que comme c'est elles qui ont traditionnellement l'éducation des enfants, on parle beaucoup d'elles, mais après aussi c'est la place du père. Alors très souvent, même quand le père veut faire, elles disent non, tu sais pas faire, laisse, moi je vais le faire. Donc c'est aussi le replacer dans l'éducation, replacer son rôle aussi dans la famille. Et ça, je pense que ça doit faire aussi l'objet, comme on l'a dit, de plusieurs autres rencontres et plusieurs échanges qu'on pourrait avoir aussi avec la population sur ces thématiques-là, notamment quand on parle de parentalité. Cette venue de Marie-Françoise Lebon-Blanchard va donc dans le sens du changement vers l'égalité et la parité, même si pour cela le chemin semble encore long et périlleux. On vient de le voir, Pierre, un sujet qui est d'autant plus d'actualité. On le voit notamment ici à Mayotte, l'égalité homme-femme. Alors, il en est ressorti beaucoup de choses, on l'a vu. Oui, beaucoup de choses, très intéressant ce colloque, très, très instructif aussi sur certains chiffres, notamment de ces inégalités qui perdurent entre hommes et femmes. Mais bon, il y a plusieurs problèmes que souvent on oublie d'évoquer. Il y a notamment ce problème entre guillemets, ce problème. En dehors des salaires, ça c'est... Effectivement, alors il y a les salaires, alors ça c'est une chose, il y a l'inégalité au niveau des postes, le fait qu'il est difficile, plus difficile pour les femmes d'obtenir des postes à responsabilité. Alors on a instauré la parité, mais la parité a ça de particulier que finalement elle en oublie parfois les compétences. Donc c'est-à-dire que voilà, par exemple au niveau du conseil départemental à Mayotte, au niveau des élus, on a imposé cette parité, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les compétences. Or il peut y avoir plus de femmes compétentes que d'hommes. C'est un peu ça qui est dérangeant dans cette histoire de parité, mais elle a dû être imposée pour justement faire avancer les choses. Maintenant il y a quelque chose, c'est vrai qu'on oublie de prendre en compte, mais qui entre guillemets pose problème, et au cœur du problème aussi c'est donc la vision que l'on a du rôle des uns et des autres, et c'est aussi la vision de la maternité et le fait que la femme souvent est contrainte de se sacrifier entre guillemets dans sa carrière et de mettre en pause sa carrière, ce qui lui permet moins d'évoluer pour élever ses enfants. Donc des carrières moins ambitieuses, vous voulez dire, pour les femmes ? Pas forcément moins ambitieuses, l'ambition est parfois là, mais les femmes sont contraintes de s'arrêter et il n'y a pas forcément les dispositifs qui permettent de les accompagner justement et de les aider à concilier travail, mais aussi éducation de ses enfants, élever ses enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent peu évoqué, mais qui pourtant est très très important. Et voilà, et souvent il y a ce rôle où la maman doit s'arrêter de travailler. Alors c'est aussi lié au fait que la maman, parfois, et justement à ces histoires de salaire, où la femme est moins bien rémunérée, donc c'est l'homme qui continue à travailler pour apporter l'argent dans le foyer, et la femme met entre parenthèses sa carrière. Et il est difficile, lorsque on a eu un enfant, qu'on s'arrête parfois jusqu'à 3 ans, ensuite de redémarrer. Il faut limite refaire ses preuves. Voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent être évoquées aussi à ce niveau-là et qui doivent être travaillées. On doit travailler aussi là-dessus. Alors ça, c'est le constat, mais ça va être compliqué de revenir là-dessus. Ça va être compliqué de trouver des solutions qui vont justement permettre de corriger ça, Pierre, a priori. Oui, mais c'est tout l'objectif et aussi toute la mission de Marie-Françoise Lebon-Blanchard. Elle est là pour l'égalité et l'égalité, effectivement, c'est toujours très compliqué. Mais il faut essayer de trouver des solutions alternatives qui vont permettre à chacun. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de pères de famille qui, eux, s'arrêtent et qui élèvent leurs enfants. Mais c'est moins le cas, c'est moins la règle. Et effectivement, il évoquait dans le sujet qu'il y a aussi un travail à faire sur l'éducation et sur le rôle de chacun. Et notamment sur le rôle et
sur les métiers auxquels peuvent accéder les uns et les autres. Souvent, il y a des métiers où on dit que ce sont des métiers qui sont réservés aux hommes, des métiers qui sont réservés aux femmes. Or, dans notre société, on le voit, les choses évoluent. Aujourd'hui, chacun est capable de faire n'importe quel métier. Il suffit d'en avoir l'envie, il suffit d'en s'en donner les moyens. Et je pense que c'est ce message-là qu'il faut faire passer aux jeunes générations, que s'ils ont envie, il faut qu'ils y aillent. Il faut les pousser à aller vers les métiers qui les attirent le plus, parce que c'est sûrement là où ils s'épanouiront le plus tard. Et c'est aussi ça, éduquer ses enfants et les amener vers ce qu'ils veulent faire, vers ce qu'ils désirent le plus. Alors, dernière question, est-ce que ce colloque a permis de montrer si oui ou non, ici en Outre-mer, notamment à Mayotte, le besoin d'égalité est plus grand sur le territoire national? Oui, incontestablement. Et Noéra Mohamed, elle l'a rappelé au cours du sujet. Et lors de ce colloque, elle a bien expliqué qu'ici, il y a, et dans les Outre-mer, en règle générale, il y a des difficultés à franchir, mais qui sont aussi au niveau du droit, parce que le droit commun ne s'applique pas forcément. On le voit, la parité, c'est tout récent, c'est les dernières élections départementales. Donc, effectivement, il y a encore des progrès à faire sur le droit et aussi sur les mentalités, que ce soit en métropole, que ce soit à Mayotte. Il faut qu'il y ait cette évolution pour qu'enfin une égalité réelle homme-femme soit instaurée, à tous les niveaux de la société, dans tous les domaines de nos sociétés modernes qui ont encore bien du mal à se mettre au pas de cette égalité réelle. Alors Pierre, on vous retrouve tout à l'heure, vous restez avec nous et ce matin s'est tenu le délibéré du procès qui opposait Daniel Zaidani, la société MCG, à Salim Naouda. Les deux parties avaient en effet porté plainte contre le syndicaliste pour diffamation. Ce dernier avait affirmé que certains élus avaient été corrompus lors de l'attribution de la DSP à MCG, des propos que le tribunal de grande instance a condamnés puisque Salim Naouda devra au total verser 21 000 € de dédommagement et d'amende. Pas de quoi cependant le décourager dans sa démarche. On l'écoute au micro d'Abbas Alidi. Je ne suis pas la première personne à avoir dénoncé. D'ailleurs, je l'ai lu à travers plusieurs colonnes que Mayotte est le premier département le plus corrompu de la France. Donc, quand on dit ça, la corruption ne se passe pas entre salariés, mais entre pouvoir politique et pouvoir financier, la plupart du temps. Donc, ce que j'ai commencé à dénoncer aujourd'hui, je pense que c'est un pas vers à ce que l'ensemble des Mahorais, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup des Mahorais qui aimeraient dénoncer les choses, donc n'ayons pas peur, continuons à dénoncer, ce n'est que comme ça qu'on pourra construire un département meilleur, un lieu où il sera bien vivre pour tout le monde et que l'argent public ne sera pas détourné, où le fonds, où les droits des salariés ne seront pas piétinés en permanence, mais ça sera le pouvoir du peuple qui l'emportera. Et j'appelle à tous ceux qui sont prêts à témoigner, qui ont été de près ou de loin victimes d'une corruption, qu'on se mette ensemble pour dénoncer ce qui se passe dans ce département. Et à noter que Salim Naouda et la CGT ont interjeté appel de cette décision. Et direction maintenant en place de l'ancien marché où se tenait ce matin la cérémonie de présentation au drapeau organisée par le BSMA. L'occasion pour les nouvelles recrues volontaires de montrer ce qu'ils ont appris depuis leur arrivée au sein du bataillon de service militaire adapté. Une cérémonie réussie qui aura notamment fait la fierté des membres de la famille et des jeunes recrues. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Discipline, droiture, respect, courage, bravoure, autant de valeurs portées par ces jeunes recrues du bataillon de service militaire adapté. Le lieutenant-colonel Christian Carrère nous en dit plus sur la cérémonie du matin. La présentation au drapeau auquel vous venez d'assister est le symbole de l'arrivée des jeunes recrues dans l'institution militaire. Ce sont des jeunes qui sont rentrés chez nous au BSMA en début du mois de juin et qui, au bout de 4 semaines de formation militaire intense, où ils apprennent toute la partie règlement, la partie défilé, savoir-être, un petit peu tout ce qu'on leur apprend d'entrer dans le savoir-être. Et aujourd'hui se concrétise par cette cérémonie, cette présentation au drapeau, comme vous l'avez vu, très solennelle, où ils expriment par le biais du code du volontaire les valeurs qu'ils vont défendre tout au long de leur vie. Cette cérémonie montre le travail quotidien entrepris par le BSMA pour que ces jeunes trouvent leur voie. Un travail considérable
que tout le monde ne peut que reconnaître. Là, on a voulu nous montrer le travail qu'a fait le BCMA et ces jeunes-là. Pour moi, c'est vraiment un moment très fort parce qu'on a bien vu nos jeunes qui ont bien incarné beaucoup de choses, notamment les valeurs communes qui sont l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Le BSMA est très important à Mayotte parce que pour l'instant, il est à peu près le seul outil capable de pouvoir recruter, former et insérer des jeunes dans le milieu, dans le tissu économique. Des milliers de jeunes passés par l'institution sont aujourd'hui insérés dans le monde du travail. Un exemple que ces jeunes recrues rêvent de suivre. J'ai senti que là, il fallait que je sois carré, droit, et je me suis donné à fond depuis le début. J'ai pas fait de vagues, je suis allé tout droit, à fond, carré. Et puis d'essayer d'avoir un objectif précis, parce que sans objectif, on ne peut pas réussir. Et moi, comme objectif, je me suis dit que j'allais réussir, j'allais avoir un travail où j'allais faire gendarme, et je m'y tiens à fond depuis le début. Et c'est ça qui me pousse à bout. Parmi les spectateurs, de nombreux parents avaient fait le déplacement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains ont éprouvé une fierté toute particulière. À un moment d'émotion, parce que c'est la première fois que j'ai mon fils faire une telle chose vraiment remarquable devant tout le monde. Il m'a fait honneur. Et j'espère bien qu'il va continuer de faire ce que tout le monde le fait et aller continuer l'armée jusqu'à la fin. Voilà. Il va à la métropole pour continuer l'armée. Je ne veux pas qu'il va laisser juste le BSMA, mais je veux qu'il va continuer toujours à être un militaire pour servir la France. Aider des jeunes à trouver leur voie, tout en leur permettant de rester ambitieux pour le futur. Voilà l'émission qui ne cesse d'être remplie par le BSMA. Et le secrétaire général du MDM était sur notre plateau ce matin afin d'évoquer les investitures à venir pour les législatives et les sénatoriales. Programme ficelé, assiduité dans les réunions, parrainage, carte d'adhésion datant de plus de 3 ans. Les conditions sont pour être candidat ont considérablement évolué au sein du parti. Une manière d'éviter que certains candidats MDM fassent cavalier seul une fois élus. Écoutons à ce titre Mnemoua Midladji qui nous en dit plus sur le genre de mésaventures qu'il souhaite éviter. On l'écoute. En fait, le cas de Issa, pour moi, est différent, puisque les Républicains ne sont pas nos ennemis. bien au contraire, nous avons l'habitude de travailler avec la droite depuis que le MDM existe. Le MPM, puis avant le MPM, le Soroda, oui, c'était plutôt un parti de centre droit. Donc voilà, c'est l'histoire, c'est des acquis, c'est comme ça. Maintenant, c'est vraiment dans l'air du temps. Je pense plus qu'à Issa Abdou, je dirais, le maire de Bandélé. Voilà, qui a été élu, sous l'étiquette MDM et je n'ai jamais réussi à lui faire dire en antenne ou hors antenne qu'il était MDM, quoi. Bon, on l'a jamais vu non plus. Enfin, il participe de temps à autre à des opérations, mais encore une fois, on est très loin du compte. Et le sénateur Tani qui alerte à nouveau le gouvernement sur la situation sanitaire du 101e département ou encore l'organisation grande pompe de la primaire des Républicains à Mayotte. Cela fait également partie de l'actualité de ce mercredi 29 juin. Les précisions dans l'actualité en bref. Le sénateur Thani Mohamed Soali présentera demain son projet de loi au Sénat. Il devrait permettre de passer d'un scrutin départemental uninominal à 2 tours à un scrutin de liste. Cela dit, hier, les conseillers départementaux ont voté une motion qui risque fort de mettre à mal ce projet et le travail effectué depuis 2 ans par le sénateur. Ce dernier ne baisse pas les bras pour autant, puisque le 26 juin, lors des traditionnelles questions posées au gouvernement, Thani Mohamed Soali a une nouvelle fois dénoncé les difficultés du système de santé local. 88 médecins pour 100 000 habitants, contre 334 en France métropolitaine. Il faut dire que les chiffres à Mayotte parlent d'eux-mêmes. Offre de soins insuffisante, charge de travail devenue infernale pour les personnels médicaux, manque d'infrastructures et de moyens. Dans ces conditions, le sénateur a demandé si les préconisations émises par la Cour des comptes en juin 2014 seront enfin prises en compte rapidement et si des solutions d'urgence verront le jour à court terme. Les 20 et 27 novembre prochains, le parti Les Républicains va organiser les primaires afin de désigner le candidat à l'élection présidentielle de 2017. À cette occasion, Mayotte se mettra au diapason
avec pas moins de 45 bureaux de vote qui seront ouverts aux 4 coins de l'île. La leçon de l'élection du président de la formation locale en janvier dernier, avec seulement 2 bureaux de vote, semble avoir été retenue. Le scrutin est ouvert à tous puisque pour voter, il suffit d'être inscrit sur une liste électorale au 31 décembre 2015 ou d'avoir 18 ans à la date de l'élection présidentielle de 2017, de verser 2 € par tour pour les frais d'organisation et de s'engager sur l'honneur. Le parti de droite se met donc en ordre de marche vers l'alternance, même si pour cela lui faudra bien choisir son candidat. Et si tout le monde s'accorde sur le besoin d'une coopération régionale pour que Mayotte se développe, celle-ci semble déjà fonctionner dans la gendarmerie. À ce titre de gendarme français, l'adjudant-chef Laurent Champion et le maréchal des logis-chefs Christophe Gardin ont remis récemment une trentaine de diplômes à des gendarmes comoriens. Ces derniers sont récompensés pour leur participation à 2 formations, dont l'une dans le domaine des techniques d'enquête judiciaire. Selon le commandant de la gendarmerie nationale aux Comores, la France n'a jamais cessé de coopérer avec la gendarmerie comorienne depuis l'indépendance. Il a également tenu à remercier le colonel Thiou et l'ambassade de France pour le soutien dont bénéficient dans leur travail les gendarmes comoriens. 25 téléphones portables ont également été remis au profit du peloton d'intervention de la gendarmerie nationale comorienne. Un don qui relève d'une décision du commandant de la gendarmerie du 101e département. Alors Pierre, on vient de le voir dans le sujet qui vient de passer, on parle de coopération régionale depuis quelques temps et là ça en est un exemple parfait a priori. Oui, un exemple parfait. C'en est un, mais on aimerait que ça aille beaucoup plus loin au niveau de la coopération régionale. Et lorsque l'on voit ce que vient de voter l'Assemblée nationale comorienne, on se dit qu'on en est encore très très loin, puisqu'ils réclament la fin du visa baladure, que beaucoup réclament également à Mayotte, mais ils réclament aussi un renforcement des frontières et notamment des exigences plus strictes quant au retour des personnes en situation irrégulière à Mayotte aux Comores. Donc on l'avait déjà dit, on l'a déjà évoqué, ils le réclament à nouveau, cette fois-ci au niveau de l'Assemblée nationale. Donc voilà, donc on voit, on attend la nouvelle politique d'Assali Assoumani, le nouveau président de l'Union des Comores. On espère qu'il y aura une coopération régionale, mais on voit bien que le discours là-bas est encore très ferme quant à Mayotte et ils ont condamné les expulsions et ils semblent vouloir agir de leur côté face à ces expulsions et on est tout à fait dans ce qui est l'inverse d'une coopération régionale actuellement. Ça c'est le premier point. Maintenant pour ce qui est justement de cette crise des expulsés, Amina, et notamment du Bengali, on en a parlé ces derniers jours, on se souvient de ce témoignage avant-hier, on en a reparlé hier, on ne savait pas, cette personne qui parlait de conditions inhumaines. Ce matin nous avions une personne, un journaliste qui était sur place, Romain, qui a pu constater un peu ce qui se passait. Alors il y a plusieurs avis et la CIMA nous l'avait expliqué, il y avait à peu près 20 témoignages complètement contradictoires. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un renforcement des effectifs qui sont sur place et un renforcement surtout du nombre de personnes accueillies par le Bengali. On parle de plus de 225 personnes alors qu'on était sur 136 il me semble lors de mercredi dernier. Des personnes qui sont arrivées, mais les associations avaient fait part de ça, ils avaient expliqué que tout le monde n'était pas forcément place de la République mercredi dernier, il y a 7 jours exactement, lorsqu'il y a eu ce déménagement de la place de la République au site du Bengali. Donc forcément, il y a des personnes qui sont revenues, pas place de la République parce qu'il n'y avait plus personne, mais au Bengali. Donc c'est plus compliqué de loger toutes ces personnes. Ce matin, en tout cas, toutes les personnes interrogées ont été unanimes sur le fait qu'il n'y avait pas de comparaison entre la place de la République et le Bengali, puisque de nombreuses familles étaient accueillies dans les bungalows. Alors effectivement, c'était difficile d'accueillir tout le monde, mais en tout cas, c'est une solution, et c'est la seule qu'il y a aujourd'hui. Donc de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a presque pas de débat là-dessus, parce que j'ai envie de dire, ils sont isolés, c'est peut-être aussi une volonté, ils ont été isolés à l'abri des regards, et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Donc, c'est presque une fatalité. Mais en tout cas, nous sommes allés sur place ce matin pour constater ce qu'il en était. Voilà, et effectivement, c'est pas simple, mais c'est pas simple. C'est simple pour personne, cette situation. Et quand on voit un peu la réaction aux Comores, alors qu'on parle de coopération régionale, on se dit qu'on est loin d'être sorti de cette problématique et que c'est
très difficile et que ça continue de l'être et qu'il va falloir qu'à un moment donné, l'État français soit un peu plus ferme sur cette question et aussi qu'il aille au-devant de l'Union des Comores pour dire il faut que nous travaillions ensemble, c'est inévitable et ça sera pour le bien de tous, pour l'intérêt de tous. Parce que justement, Pierre, pour l'instant, on a beaucoup de gens qui ont l'impression que ce flou est entretenu de manière volontaire justement pour ne pas trouver de solution, pour ne pas... Est-ce que le flou est entretenu? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on réclame de la coopération régionale. Que dans les derniers plans qui ont été présentés par le gouvernement, la coopération régionale, elle fait partie de ces plans. Parce qu'elle est inévitable et parce que c'est peut-être la seule solution actuellement. Il faut qu'elle se mette en place et qu'elle soit très étroite surtout. C'est surtout ça. Les modalités, Tout à fait. Alors les modalités, bien sûr, mais il faut qu'elle soit étroite et il faut qu'elle touche tous les domaines. C'est la seule solution aujourd'hui qu'on voit à court terme, mais aussi sur le long terme. Donc voilà. Donc quand on voit un peu la réaction de l'autre côté, on se dit qu'effectivement, et il va falloir aussi que les volontés, elles soient partagées. Et tant qu'elles ne le sont pas, la situation risque de perdurer. Et c'est terrible parce que ça fait déjà des années que ça dure et qu'on sait qu'il est vraiment temps d'agir maintenant, mais que ça semble encore très compliqué d'agir. Merci beaucoup Pierre. Et on termine avec ce focus sur cette maladie génétique qui oblige les personnes qui en sont atteintes à se protéger totalement du soleil, mais également de tout rayon ultraviolet. Je parle ici du xéroderma pigmentosum. Ainsi, les porteurs de cette pathologie doivent être extrêmement vigilants car la moindre exposition les met en danger de mort. Le risque de cancer peut en effet apparaître dès l'âge de 2 ans. Dans le monde, la maladie touche un enfant sur 1 million. À Mayotte, ils sont 15 à en être atteints. Zoom sur ces enfants que l'on appelle poétiquement les enfants de la Lune dans ce reportage signé Adèle Laurent. Mode d'emploi, on le met comme ça, ici. Comme ça, nous pouvons nous promener dans la journée à durée limitée. Avec ça, sans crainte ni rien, bien sûr. À condition qu'on a mis des gants et une protection de la tête aux pieds. Et puis la crème solaire aussi. En 2006, des parents d'enfants atteints du xéroderma pigmentosum ont créé l'association des enfants de la Lune. Elle est rattachée à l'association des déficients sensoriels de Mayotte depuis 2014. Cette antenne de l'ADSM permet aux enfants suivis d'accéder à la scolarité malgré leur pathologie. Un infirmier suit médicalement ces jeunes au quotidien et un référent scolaire est attribué à chaque élève. Ils sont scolarisés en milieu ordinaire, au collège de Ngombani, au lycée de Kaweni ou à l'école annexe de Mamoudzou. Et c'est l'association qui fournit le matériel nécessaire à l'aménagement des locaux et qui contrôle le niveau d'UV à l'aide d'un dosimètre. Il faut veiller à ce que les vitres soient suffisamment épaisses pour arrêter les UV. Bien faire attention aussi au niveau des éclairages artificiels parce qu'il y a certains néons qui émettent des UV. Les enfants dits de la Lune peuvent avoir des lésions qui apparaissent très très vite malgré la photoprotection et la protection. Donc il faut en permanence surveiller l'état cutané, l'état au niveau de la bouche, des yeux, des ongles. Faut être toujours vigilant parce que la moindre lésion peut vite se transformer soit en mélanome ou en carcinome et donc voire finir par un cancer de la peau. Donc il faut toujours être vigilant, très vigilant. Une vigilance de tous les instants, le suivi médical est donc primordial. ORL, ophtalmologue, dentiste, pédiatre, l'infirmier de l'association engagé en février dernier est en lien constant avec le CHM et avec le service des maladies génétiques rares. L'association intervient également auprès des familles en leur promulguant une éducation thérapeutique. Des sensibilisations sont aussi organisées au niveau scolaire, comme nous l'explique Agnès Ramdé. Quand un enfant est accueilli dans une classe, un enfant de la Lune est accueilli dans une classe, nous intervenons pour une sensibilisation auprès des camarades, auprès des enseignants et également les camarades en général, que ce soit dans la classe ou les camarades des autres classes. Pourquoi ? Parce que c'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie génétique, certes, c'est vrai, mais c'est un enfant qui a des capacités, qui a des compétences, qui peut jouer avec tout le monde sans que ce ne soit contagieux. Et aussi pour l'enfant, pour que l'enfant puisse s'épanouir et avoir une vie sociale.
Et la connaissance et donc la compréhension du xéroderma pigmentosum a évolué ces dernières années à Mayotte. Moussa Youssouf, un jeune suivi par l'association qui vient de passer son baccalauréat, nous en dit plus. L'enfance, ça a été très très compliqué. À la base, l'association n'existait pas. Donc les gens nous considéraient, comme ne connaissaient pas la maladie, alors on ne considérait pas comme, on va dire, des êtres humains. C'était plutôt sur l'influence des djinns, démons, comme ça. Mais après, les choses ont évolué. L'association a ouvert ses portes en 2006. On a fait plusieurs sorties, plusieurs reportages. Et là, on a été connus. Nous qui sommes atteints de la maladie, psychologiquement parlant, nous sommes bien. Comme vous pouvez le voir avec moi. Et aussi, nous avons de l'humour. Il ne faut pas avoir peur de nous. On sait jouer, on sait rigoler avec les autres. Par contre, quand il faut jouer dehors, nous, obligatoirement parlant, il faut que nous nous protégions du soleil. C'est la seule différence. Des enfants comme les autres, la branche enfants de la Lune de la DSM permet donc à ces jeunes d'être scolarisés en milieu ordinaire et de bénéficier d'un suivi médical rigoureux. L'association bénéficie des subventions de l'ARS et fonctionne en partenariat avec notamment la Sécurité sociale et les transports Matisse. Mais pour le moment, aucun soutien n'est à noter du côté du conseil départemental. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez l'invité du temps de parole, les invités du temps de parole, Idanel, présidente de MCG, et Midla Dibnemois, secrétaire générale du MDM. Ils étaient ce matin au micro de Samuel Bocher, que vous retrouverez demain dans la matinale, dont une large part sera consacrée au conseil départemental, et ce en présence d'Issa Abdou, 4e vice-président en charge des affaires sociales. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.